dernière session de la journée. C'est une session qui nous tient très à cœur, qu'on a conçue il y a près d'un an. Il y a de ça près d'un an, puisqu'on avait commencé à travailler sur le Chef Award Summit cette année, sur l'éco-responsabilité, les relations entre chefs et producteurs. Et à la suite d'une rencontre un peu forte entre Christophe Baquier et son producteur Sylvain Erard, qu'on va vous présenter, on a commencé à parler de réciprocité entre chefs et producteurs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc Sylvain Erard, qui est producteur d'asperges au domaine de Roquehaute, Christophe Baquier, qui est le chef du Castellet, hôtel spa du Castellet, dans le Var, Emmanuel Renaud, flocon de sel à Megève, son pêcheur qui s'appelle Éric Jacquier. Vous êtes pêcheur sur le lac Léman. Voilà. Après, David Kinch, Manresa, Californie, les 15 ans du restaurant. C'est ça. OK. Quintonil à Mexico, c'est avec Jorge Valero. Pascal Barbeau, Astrance. Et enfin, Claude Bozy, vous venez de démarrer une nouvelle histoire à Londres. Voilà. Mettrez bien vos micros bien proches. Alors, on va commencer par cette histoire avec Christophe et Sylvain. On va commencer par la première rencontre qui était assez marrante entre vous deux, puisque comme vous avez tous les deux des caractères intéressants, la rencontre a été un petit peu physique, on va dire, dans le sens, c'est une rencontre de mecs, quoi. La première rencontre entre vous deux, qui raconte ? Non, il n'y a pas eu de... Sylvain a eu quand il a commencé à faire des asperges, a eu l'envie de faire partager son produit et d'envoyer des échantillons. Et lorsque j'ai reçu un échantillon, ce n'était pas 2 asperges, c'était un colis d'asperges. Et son produit m'a tout de suite plu, parce qu'on l'a goûté avec ce qu'on avait déjà nous et ce qu'il nous envoyait. Et on a trouvé vraiment une différence de goût qui était magnifique, qui était exceptionnelle, où on retrouvait vraiment le goût de l'asperge et le goût d'une asperge qu'on avait presque perdu. Sauf qu'à ce moment-là, Christophe, vous aviez déjà un producteur d'asperges. J'avais déjà un producteur d'asperges que j'ai laissé tomber pour aller avec Sylvain, en m'assurant naturellement que sa production allait aller au terme de ce que j'attendais. Parce que vous en aviez besoin. Parce que j'en avais besoin, mais c'est sur toute la saison de l'asperge, j'allais jusqu'à mi-juin en général. Et quand on a démarré, j'ai donc laissé tomber la personne avec qui je travaillais, ce qui n'est pas forcément très bien. Mais enfin, là, en l'occurrence, c'était vraiment pour une valeur ajoutée d'un produit qui était vraiment magnifique. Et je crois qu'il est très reconnu aujourd'hui pour ça. Et je pense qu'un mois après, à peine, un peu plus, 1 mois et demi après, il n'avait plus d'asperges. Enfin, pour vous dire un peu le... Oui, presque ça va être 2 semaines. Oui, non, mais c'était quand même très rapide. Et là, il me dit, j'ai plus d'asperges. Et franchement, j'ai eu du mal à y croire. Je dis, tu plaisantes, on a... Voilà. Et l'année d'après, il m'a recontacté en me disant, voilà, si tu veux, on peut continuer. Et on a démarré comme ça une belle rencontre qui dure maintenant avec énormément de chefs, parce que c'est vraiment un produit d'exception. Et c'est des gens de valeur comme ça qu'on a besoin, et de produits et de valeur. Sylvain, vous êtes le premier à m'avoir parlé de réciprocité entre le chef et le producteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce terme ? Pour moi, c'est très important. Le fait d'avoir un bon produit, c'est essentiel. C'est essentiel pour pouvoir travailler avec des chefs étoilés. Mais derrière, n'avoir que le produit ne suffit pas. Il faut apporter un service. Et c'est ce service qui fait souvent la différence. Alors, qu'est-ce que Parce que vous des bons entendez produits, par service ? Des bons services, ça va être, par exemple, au fil du temps, savoir que les commandes de Christophe, c'est en début de semaine, et les intégrer, et toujours se dire ce qui est très important, c'est il me fait confiance pendant la saison. Je ne peux pas lui dire une semaine j'en ai, une semaine j'en ai pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Il y a vraiment ce contrat moral. Oui. À partir du moment où il y a cette confiance qui est nouée, je peux dire, voilà, je me mets en 4 et toutes les semaines, ces asperges, il les a. Se met en 8 même. Hein. Voilà, exactement. Quitte à même des fois aller lui mener en voiture parce que
parce que Chronopost ne font pas le travail. Voilà, ça peut être ça. C'est ça. C'est ça la disponibilité que vous avez. On va parler d'une histoire qui est presque un peu semblable quand même entre vous deux, entre Eric et Emmanuel. Emmanuel, il faut nous raconter la rencontre avec Eric Jacquet. Je vois que tu sais pas mal de choses déjà. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui te l'ai dit ou Eric. Je ne sais pas comment tu l'as su. Ça doit être certainement Eric. Je ne me souviens pas exactement il y a combien de temps. J'appelle Eric et j'ai l'approche de lui dire je voudrais travailler avec vous. Monsieur Jacquet, j'ai vu que vous avez une pêche qui résonnait. J'aurais envie de travailler avec vous. Et il me dit, c'est bien, mais si vous voulez travailler avec moi, il faut venir avec moi sur le bateau, parce que je ne prends pas de clients. Si les clients ne savent pas d'où vient le bateau, comment je pêche, de la façon avec laquelle je traite le poisson. Alors, il me dit, si vous voulez travailler, en fait, il ne me raccroche pas au nez, mais en me disant presque, si vous voulez travailler, avoir mon poisson, il faut que vous veniez pêcher avec moi. C'était un préalable. C'était comme ça. Et Okay. je lui dis, mais quand est-ce que je peux venir? Il devait être 19h, j'étais juste avant le service. Il me dit, moi je vais à la pêche toutes les nuits, donc si vous voulez venir cette nuit, à minuit, on part. J'ai dit à tout à l'heure alors. Alors je ne sais pas si c'était minuit ou 2h du matin, en tout cas j'ai fini mon service, j'ai pris ma voiture et je l'ai retrouvé. Et on s'est assez tout de suite bien entendu. Alors, contrairement à... On a quand même un produit qui est vivant et on a surtout on a plein de paramètres qui font que c'est des produits assez sensibles, les poissons du lac. Aussi bien pour l'approvisionnement, contrairement à d'autres produits où on sait quand est-ce qu'ils vont arriver. Oui. Là on ne sait pas. C'est Eric qui me dit je veux pas dire que c'est Eric qui me donne les directions pour me dire voilà, aujourd'hui il y a ça. Cette année on a eu une pénurie de ferrat, on a été obligé de prendre d'autres poissons, on a été obligé de s'adapter. Et puis voilà, ça permet aussi d'avoir une vraie sensibilité par rapport au produit, une vraie cuisine d'inspiration du moment. Donc c'est aussi important de suivre nos producteurs. Et puis moi ce que j'aime avec Eric, c'est que je fais amener mon équipe. Oui. Alors que ce soit pas que les gens de la cuisine, mais surtout les gens de la salle, pour pouvoir toutes les équipes et ça c'est important d'avoir une réciprocité pour pouvoir en parler à nos clients, pour pouvoir vendre le produit et amener et expliquer ce que c'est que les poissons du lac, parce qu'il y a des produits qui sont faciles à vendre, mais il y a des produits qui sont plus difficiles à vendre. Et les poissons du lac, j'ai eu la démarche d'arrêter les poissons de mer il y a quelques années. Et, pour coller au territoire. Ouais, pour coller au territoire. Et puis je voyais pas le. C'était un petit peu décalé de prôner une cuisine de montagne, une cuisine autour de chez moi, par rapport à tout ce qui se passe autour de mon établissement, et puis d'aller avec des poissons de mer. Donc c'était une évidence. Et puis la montagne, elle démarre au bord du lac. Donc ça c'était important pour moi, et puis c'était surtout d'avoir fait une très belle rencontre avec Eric, et voilà, maintenant c'est plus qu'un fournisseur. Eric, vous m'avez dit en fait, moi ce qui m'intéresse c'est que toute son équipe vienne, et pas que en effet la brigade de cuisine, la brigade de salle, et que l'important c'est de former, quand on parle de votre maître d'hôtel, parce que c'est lui qui va parler du producteur d'Emmanuel Renaud à table aux convives. C'est ça qui était important pour vous. Oui, c'est très important. Et ça fait écho à toutes les assemblées qu'on a eues, toutes les tables rondes qui viennent de passer avant nous. C'est que non seulement on est des producteurs, mais on est aussi des formateurs et des informateurs. C'est-à-dire que j'ai énormément de jeunes qui viennent de chez Emmanuel ou chez d'autres cuisiniers, qui viennent apprendre et comprendre ce que c'est que mon métier, ce que c'est que les vrais produits sortis du lac, la difficulté que c'est pour un producteur d'aller, quand il fait moins 10 sur le lac, et vous y allez quand même parce que vous savez que vous allez faire plaisir à des cuisiniers et à des consommateurs, et que vous respectez au maximum le produit de votre pêche, vous respectez au maximum les poissons. Moi, je suis un amoureux des poissons. On ne peut pas considérer que le pêcheur est un prédateur. Le véritable pêcheur, c'est un amoureux de la nature qui a envie, et qui en vit depuis très longtemps. Ma famille, elle est pêcheur depuis 400 ans. Vous vous rendez compte ce que c'est, 400 ans de transmission? Ça fait combien de générations, ça? On vit vieux dans la famille. 4 générations. Ouais. Hein. C'est ça, ouais. Et on vit très vieux comme pêcheur. Mon grand-père, qui est décédé à 88 ans, il avait 60 années de pêche professionnelle.
d'accord. Donc, vous voyez, c'est des vrai. choses extraordinaires. Le poisson du lac conserve et fait venir vieux, c'est extraordinaire. Et puis, il y a une chose sur laquelle je veux bien insister et que j'aimerais que les gens comprennent. C'est-à-dire que le rapport entre le cuisinier et son producteur, il doit aller au-delà de client-fournisseur. C'est-à-dire qu'on a des moments où c'est facile, où le cuisinier va avoir 1, 2, 3 étoiles, et c'est le cas. J'ai vécu avec Emmanuel cette montée formidable, mais il y a des moments où le producteur a du poisson qui regorge dans les filets, mais il y a d'autres moments où c'est très très dur, où vous mettez votre entreprise en péril parce que la nature est peu généreuse, ou le moment où le cuisinier va peut-être avoir une déconvenue, va peut-être perdre une étoile ou avoir des soucis. Et là, on est là Vous êtes ensemble. On est ensemble et ça, c'est une relation primordiale. Cette relation-là, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, elle est en minorité. Hein. Les gens ne voient et n'achètent qu'un prix, voire même une qualité. Mais il y a autre chose. Il y a les rapports humains, il y a cette qualité qu'on a et qu'on promeut ensemble. Et cette qualité-là, je suis persuadé qu'elle se retrouve jusqu'au bout de l'assiette. Vous voyez, cette année, on a eu peu de ferrat. Oui. J'ai eu un jour un magnifique coup de filet avec des gardons, un poisson totalement méconnu. J'ai téléphoné à Emmanuel, j'ai dit, écoute, Gardons. j'ai des gardons. Oh, je ne travaille pas le gardon. Je dis, si, Il a si, pas tu dit vas ça. le travailler. Il a dit ça. Si, tu vas le travailler. Tu vas le travailler. Mais j'ai du boulot par-dessus la tête. Si, tu vas le travailler. Écoutez, il a fait des assiettes. J'ai été l'autre jour au restaurant. Les gens, ils lèchent les assiettes. Un poisson qui est méconnu, que personne ne connaît, c'est formidable. Et pour un producteur, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va partir en Californie avec David Kinch. Alors, on était en train de parler de Manresa, qui est en Californie. 15 ans de Manresa. Cette année, vous avez fait une tournée en France l'année dernière pour fêter ça avec quelques chefs français. Ce qu'on se disait tout à l'heure pour préparer un petit peu, c'est que l'important pour vous dans la relation producteur et chef, vous avez un gros souci, mais comme on a aussi parfois en France, c'est comment amener le produit jusqu'au restaurant. Vous pouvez nous en dire plus ? Well, yes, of course. Thank you. I'm sorry I have to speak in English here for this. We made tremendous progress in the United States in the past 20 years or so. Plus proche. Yes. That's good, right here? Yeah. In the past 20 years, we made great progress in the United States, and I think California has been a real leader for it because we produce a lot of the produce for the United States, and we have a culture of growing quality product. It's a great place to have a restaurant and to have a gastronomic restaurant. It's a great place to be. However, over the years, I found that it's one thing to find a great product, but in the United States, it's been another thing about transport, is getting it from the producer to getting it to the back door of my restaurant. And a lot of times, it's not just throwing something on the back of a truck. Things have to be treated gently. They have to be treated with respect. It's one thing to procure the product, but it's another thing respectfully to get it to the back door of the restaurant to where we can do our job to represent the product at the best we possibly can. For me, it's always about control. It's about the control of the quality of the product. And it's control and getting it to the door in the best shape it's possible. There's some fish that I feel should never touch ice. And then there's other fish that should always be on ice. And a lot of times the fishmonger doesn't seem to know this because it's one thing. We have this system in the United States where it's one thing to get product, but it's another thing to move it, to transport it. And that I find is my biggest ordeal that I have. In terms of control, I rely on people who are very, very passionate about specific products. I've been buying asparagus and strawberries from the same producer, from the same person for over 20 years. And like Sylvain said, we rely on, we have a mutual respect and a mutual understanding. I don't ask about price. I don't ask if he has vagaries of difficulty of growing seasons, availability. And they understand the product they want. They understand if I don't get the quality that I want, then I won't be buying from them anymore. And over the course of time, a relationship develops. It's almost like a marriage in which we rely on each other to make things happen. For a period of time, I had a relationship with a farm that grew exclusively products that just
was for the restaurant. It started with someone who grew tomatoes, and over the course of time, trust, some investment, we brought the products to the restaurant. But after 13 years, she decided to retire. So it kind of brought us back to another place where we are relying on relationships with specific farmers, specific growers, and getting it to the door of the restaurant. I find that we do a lot of driving. We do a lot of driving to farms. Being in California, they're local and they're very, very close, so it's very easy that way. But for me, it's transportation. That's the single biggest difficulty that I have at the restaurant. Really. On continue notre tour du monde. Mexico. Jorge, est-ce que vous aussi, vous avez des soucis pour approvisionner votre restaurant avec les produits de vos producteurs? Est-ce que là aussi, c'est un problème? Well, first of all, I think the context to be a cook in Mexico, it's pretty different from what is to be a cook in America or in Europe. I think, first of all, the way of the people that works in the farms or in the fields live, it's super different from this part of the world. Now, I've come from a country that has more or less 180 million people living there. Just in my city, we are 20 million. So imagine the needs of that kind of city, no? To have the I don't know the technology, but the things to feed all these people. Like, as you're saying, the transportation, but also the amount of energy that needs a city like that to be fed, it's very, very difficult. Also, Quintonil is in the center? Yeah, it's in the center of the country. Also, the way the Mexicans, it's very paradoxical because we live in a country that is the number 5 biodiverse, mega biodiverse country in the world. But in one have to have all these ecological biodiversity, but on the other hand, you have people that are starving. Half of the people in Mexico are starving. Half of the people live in extreme poorness, you know? So, and then if they have something for it, they eat bad. I think the thing it's us as human beings are the only ones the only species in nature that doesn't really know how to eat, you know? So for me, it's very important to have this connection with the people that grows the food, because in a way, us as chefs have the opportunity to make people rethink about the way we are eating or the way we want to eat in terms of the next 30 years or the next 40 years, which is something that it's critical, especially in countries like mine, that it's so much needs. The amount of people that we live are a lot. And us as chefs, maybe we can put our point of view and maybe lead as people that have the voice to say something. How should we eat in the future? No, so the relationship between the farmers is very important, because they know exactly how to be prepared in terms of the things they can really grow. Oui. Also, it's very important to know the availability of the stuff, and also to make it possible, especially in cities as ours, no? That it's a lot of needs. You have to be, in terms of the taking things from the nearest places you can, because of course the freshness will be different. Of course, the flavor-wise, it's nothing to have something that has been picked the day before, or even the day you're eating, or something that has been in a chamber waiting for somebody to put the gas and then ripe, no, for that day. So I think it's important to have these issues more than in terms of deliciousness. Of course, it's something that we have to be aware, but also about the possibilities of making happening in cities, in big cities. On va justement parler de... Là, on était à Mexico, on était en Californie. On reste dans une grande ville, justement, à Paris, avec Castrance, avec Pascal Barbeau. Est-ce que, Pascal, vous avez
eu dès le début des difficultés, vous, à vous approvisionner alors que vous étiez dans une grande ville? En fait, je pense que pour pouvoir cuisiner, comme tout cuisinier, le plus difficile, c'est de constituer son réseau. En fait, pour pouvoir se diversifier, je pense notamment à une ville comme Paris. On a la chance d'avoir beaucoup de producteurs en région parisienne, mais donc il faut aller à la rencontre de ces gens-là. Et la difficulté, le travail du chef, c'est comme donc dans une cuisine, on a besoin de fondation. Et pour la vie d'un restaurant, il y a besoin de fondation au niveau en amont, c'est-à-dire avec les producteurs. Oui. Et le cuisinier est une personne qui transmet donc les informations aux équipes, aux clients. Et moi, pour cuisiner, j'ai besoin de savoir à quel moment le produit est à son apogée, au summum. Et ce sont les producteurs qui, eux, le savent mieux que moi. Et donc, bon, je vois M. Thiebaud qui est dans la salle, donc on a beaucoup travaillé ensemble au début. Donc le restaurant, on a ouvert à 19 ans. Et je ne sais pas, est-ce que la chrysanthème est bonne? Est-ce que la roquette est à l'âge adulte ou pas? Est-ce qu'elle est en pousse? Est-ce que la butternut est mature ou pas? Est-ce qu'elle est mûre? Est-ce qu'il faut attendre un mois? Voilà, donc on a besoin d'informations pour pouvoir cuisiner. Et plus nous avons d'informations, c'est-à-dire que la connaissance nous permet d'avancer rapidement en cuisine. Et la connaissance, donc on parle toujours de la maturité d'un poisson, à quel moment il a été pêché, comment il a été tué, une viande. Mais c'est pareil pour les légumes, c'est pareil pour les végétaux. Ou alors on va jouer sur quelques heures. Plus les légumes, les petites pousses sont fraîches, meilleur c'est. Inversement sur une viande, c'est-à-dire que la notion du temps est extrêmement importante pour nous pour cuisiner. Et la réciprocité, cette relation avec le producteur est extrêmement, extrêmement importante. Donc dès le départ, bien entendu, que j'ai mis tout le paquet là-dessus. Oui. Et c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de carte nous permet justement d'être très souple, très malléable. Aujourd'hui, il n'y a pas de roquette, il n'y a pas de cresson. On parle beaucoup de sauvage. Le sauvage est extrêmement important dans nos cuisines. Le sauvage, on ne sait jamais. Cette année, il n'y a pas eu de champignons. Ben, c'est comme ça, voilà. Donc, on ne peut plus cuisiner aujourd'hui comme on cuisinait il y a 50 ans. Ça, il faut l'accepter. C'est un fait. C'est comme ça. Et donc, on doit apprendre à cuisiner différemment. Et donc, la place aux producteurs est prioritaire, c'est la plus importante. La place aux sauvages, la place aux personnes qui récoltent. Et donc, à nous de transmettre, d'être présents dans nos maisons. Bien entendu, ça demande d'être présent dans ces maisons. À nous d'être présents dans nos maisons pour pouvoir expliquer à nos équipes, aujourd'hui, on va cuisiner de telle façon. Aujourd'hui, on n'a pas tel produit, donc on doit cuisiner de telle façon. Donc, c'est clair que c'est un exercice un petit peu difficile, mais pour que ça continue, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Et donc, cette relation avec... nous, on a un petit restaurant de 25 couverts. J'ai à peu près 120 producteurs avec qui je travaille en direct. C'est-à-dire que pour l'échalote, ça va être un seul mec. C'est M. Caillot qui est en Champagne et qui est le spécialiste de l'échalote grise. Donc, une échalote, on va prendre le saumon. Une asperge, on va prendre le saumon. Un champignon, on va prendre le saumon. Alors après, je fais gaffe parce que c'est facile, on est à Paris, on est dans une grande ville, tout vient à nous. Donc, on n'est pas là pour cramer du pétrole et faire tourner les trucs. C'est pas l'idée non plus. On va travailler avec notre tête et à quel moment on va faire venir les produits. Voilà, comment fonctionner, ça c'est extrêmement important. Ok. On part à Londres. Oui. Claude Bozy, vous êtes parti de Lyon pour partir à Londres? Non, oui, j'étais à Paris. Je suis parti je suis de Lyon d'origine. Oui. J'ai fini mes classes à Paris pour partir en Angleterre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui à Londres, vous avez un peu la même façon de travailler en direct producteur qu'à, par exemple, Pascal? Donc nous, je suis en Angleterre, mais j'ai commencé à la campagne. Je n'ai pas commencé à Londres tout de suite, où j'ai eu la chance de faire des connexions avec des producteurs fantastiques. Mais il faut être réaliste. Les produits qu'on a en France, ou en Italie, ou en Espagne, on n'est encore pas là en Angleterre. On a des produits au niveau de la mer, des produits de chasse, fantastiques. Mais tout ce qui est légumes est encore très difficile. Donc on essaie d'avoir ces qualités rapport avec des petits fournisseurs qu'on connaît, que je connaissais à la campagne. Est-ce que vous arrivez à dire pourquoi on n'y est pas encore en Angleterre? Est-ce que c'est juste qu'il manque un peu de soleil? Non, je crois que ça ne vient pas des températures, parce que le temps change, donc non, ce n'est pas un problème. Mais quand je suis arrivé en Angleterre il y a 20 ans, une belle carotte était une carotte d'1 kilo. Donc voilà, c'était dans cet esprit. Ça a changé. Hein. Écoutez, maintenant c'est devenu vraiment un pays magnifique pour travailler. Les produits deviennent de mieux en mieux. Mais la mentalité n'était encore pas là. D'accord. Donc ça bouge très rapidement. Le mouvement est très beau, mais c'est encore pas au point critique. Ce que vous avez en France, on n'a encore pas ces petits fournisseurs qui vont faire une belle échalote ou qui vont faire une belle tomate ou des choses comme ça. C'est encore pas là. Mais on arrive à avoir des beaux producteurs avec lesquels on travaille, qui comprennent ce qu'on veut
Et après, on revient sur le point que Pascal disait tout à l'heure, où Emmanuel, on est au point où ce n'est pas nous qui décidons. Bon, même si j'ai une carte fixe, je veux dire, c'est une carte qui est basée, ce n'est pas un menu dégustation, mais c'est une carte fixe, mais nos produits vont changer. Une recette n'est pas fixe. Je veux dire, on a la possibilité de l'adapter par rapport au produit. Et c'est très important, à mon avis, parce que Pascal a dit on peut pas cuisiner comme on cuisinait il y a 50 ans. C'est tout à fait vrai. Maintenant, on n'arrive plus à avoir... voilà, on n'a pas, de là où je suis, je parle à Londres, en Angleterre, hein. Oui. On n'a pas ces gens encore passionnés, comme Monsieur Thibault qui est là, à faire ces produits, et on n'a encore pas ça, ça va arriver. Vous pensez que c'est en train d'arriver quand même? Ah oui, tout à fait. C'est en train de traverser la Manche. De plus en plus. Et c'est ça qui devient excitant, c'est qu'on a des petits jeunes qui arrivent et qui veulent arrêter leur métier et vont faire... j'ai un gars qui nous fait du beurre, qui est magnifique, qui a fait ses classes chez Magnus, qui a fait ses classes un peu en Scandinavie et a appris à façon de faire le beurre. Il est revenu en Angleterre, il fait du beurre avec du lait de Jersey, qui est un lait magnifique. Il fait un beurre magique. Donc voilà, donc ça change, c'est des choses qui arrivent, mais ça prend un peu de temps. Alors on parlait de réciprocité tout à l'heure, parce que par exemple, on a expliqué comment Sylvain Erard se pliait en 4 ou en 8 ou en 12. Pascal Barbeau, vous avez dit qu'il y avait dans l'autre sens une réciprocité, c'est dans les deux sens, le fait que le chef ne doit pas négocier les prix du producteur. Ah ben non. Bon, de toute façon, dans beaucoup de métiers, c'est pareil. À partir du moment où on parle d'argent et de prix en premier, on n'est pas là pour parler du prix en premier. Après, c'est à nous de nous adapter, de faire nos coefs, nos prix, de changer la recette. Enfin bon, le prix, c'est pas ma priorité. Alors ça, c'est quelque chose qui m'énerve même. Je préfère un macro magnifique à 3 € le kilo qu'un turbo nul et noyé et dégueulasse à 40 € le kilo. En fait, l'histoire de produits nobles et pas nobles, c'est quelque chose qui me fâche à chaque fois avec ça. Un mauvais caviar, ça m'excite pas. Par contre, une asperge exceptionnelle, une échalote magnifique, voilà. Quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas les moyens de cuisiner, eh ben, on change de gamme de produits. C'est-à-dire qu'on va travailler une joue de bœuf, on va travailler un oignon, on va travailler une pomme de terre, voilà, un panais exceptionnel. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément... Et après, bien entendu, il y a un minimum de reconnaissance par rapport à ces gens-là qui se lèvent à 2 h du matin ou même avant pour faire un travail. Donc, bien entendu, chaque produit chaque travail mérite son salaire. C'est-à-dire que c'est normal que les producteurs soient rémunérés au juste prix. Il n'y a même pas à discuter. À partir du moment où on commence à rentrer dans ce sujet-là, c'est fini. Il n'y a même pas besoin de parler avec les gens. C'est ça. Emmanuel et Eric, quand vous parlez de réciprocité, tous les deux, ça va donc en effet dans les deux sens. Il y a eu d'autres choses comme ça où vous avez demandé à Emmanuel de s'adapter parce que justement le poisson n'était pas là. Parce qu'on parlait tout à l'heure, les asperges, il sait quand même quand elles sont, enfin en tout cas quand elles ont commencé à sortir de terre, c'est le seul moment où il peut commencer à dire. Alors que vous, Eric, si c'est pas dans le filet, c'est pas dans le filet, vous l'avez pas prévu. Ah oui, ça arrive souvent. C'est vrai. Et où ça a été flagrant, c'est qu'un jour, Emmanuel me dit « Mais je comprends pas, il y a des ombres qui se vendent à gauche, à droite. Moi, j'ai pas d'ombre. » Je dis ben, « Manu, qu'est-ce que tu fais mercredi ?»« Mercredi, c'est mon jour de congé. » « Eh bien, ça tombe bien. Tu viens avec Christine, tu viens avec les enfants, et puis on va aller lever les filets à omble. » On a levé 10 filets à omble par 150 mètres de fond, 3 ombles. Tu te rappelles? Et ça, c'est important de mettre le produit en avant. Ouais. On est là pour s'adapter à la nature. Alors encore plus dans les produits comme ça, mais on est là pour sublimer le produit. Donc il faut le produit, c'est nous on doit se mettre au service du produit. En tant que cuisinier, on doit s'adapter à tous les produits, que ce soit les poissons ou quoi que ce soit. On a des cuisines. On a des chefs avec des cuisines d'auteur autour de la table. Oui. Et notre plaisir, c'est pas justement d'avoir des cartes fixes, mais notre plaisir, c'est d'avoir des produits différents et puis de mettre ces produits avec nos producteurs en avant. On a dans toutes nos maisons maintenant, c'est important que les gens sachent un petit peu la traçabilité de nos produits. Et nous en tant que cuisiniers, ce que disait Pascal, je suis même à dire à Eric, même si tu mets 2 ou 3 € de plus au kilo, ça ne changera pas à la fin de l'année. Si l'omble chevalier il est à 20 ou 25 €, quand on sait qu'on met 70 grammes ou 80 grammes dans un menu de dégustation, la marge va être infime. Mais par contre c'est important pour lui d'avoir quelques euros au kilo en plus pour pouvoir survivre et de vivre. Parce que quand on voit que ce soit les paysans ou les pêcheurs, les agriculteurs,
ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et avec le travail qu'ils font pour nous, parce qu'ils se coupent en quatre pour nos produits, ils devraient pouvoir vivre bien mieux qu'ils vivent. Voilà, ils devraient vivre dignement. Dignement pour tous que ce soit les gens. On a des producteurs de fromage. On a on a le Termignon. Oui. Termignon qui est un fromage en voie de disparition. Moi, tous les ans, je commande 40 Termignons. J'en distribue à tous mes copains cuisiniers. C'est un peu votre responsabilité pour le. Ma responsabilité, c'est l'année dernière, j'en ai acheté et je lui ai dit, mais non, remets. Il m'a donné la facture et je lui ai dit augmente-moi le prix au kilo. Mais moi, le prix normal. Non. Je lui ai dit, je suis prêt. Moi, j'ai envie que tes enfants, ils aient envie de continuer parce qu'à la fin de l'année, ils puissent vivre correctement. Voilà. J'ai envie il faut que les paysans, nous, notre métier, c'est de pouvoir faire vivre les paysans, de pouvoir être avec eux et de pouvoir partager, qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils vivent dignement de leur métier parce qu'ils se mettent en quatre pour nous toute l'année. Sylvain, le paysan va. Éric. Juste une chose, il faut vous rendre compte à quel point c'est difficile d'être producteur. Moi, je vais vous parler juste de la pêche en eau douce sur la France. Oui. J'ai pris la pêche il y a 31 ans. Il y a 31 ans, on était 1200 pêcheurs en eau douce. Partout, il y en avait. Dans le Rhône, dans le moindre rivière, il y avait des pêcheurs en eau douce. Aujourd'hui, on est moins de 300. On est moins de 300 parce que les gens ne savent plus faire la différence. Pas les gens, les cuisiniers ne savaient plus faire la différence entre le poisson qui venait de la rivière où il y avait le restaurant qui était à côté, oui, et des poissons qui viennent de l'autre bout du monde, qui arrivent dans des états déplorables et qui arrivent sous la même appellation. Et c'est ça le gros problème. Pour nous, producteurs, si vous voulez nous sauver, il faut vraiment que le nom aille jusqu'à la carte, que les gens sachent quand ils s'assoient dans un restaurant ce qu'ils ont dans leur assiette. C'est ce que vous nous avez dit, Éric, il n'y a pas longtemps, c'est pour nous soutenir que les chefs mettent le nom de chaque producteur sur leur carte. C'est le cas beaucoup, hein, ce sont les asperges de Sylvain Erard du domaine de Roquehaute. Le paysan a quelque chose à dire par rapport à la façon dont vit un agriculteur aujourd'hui? Alors déjà, en tant qu'agriculteur, quelle plus belle fierté que d'arriver dans un restaurant gastronomique et de voir son nom cité. Et la première fois, ça vous a fait quoi? La première fois, c'est... Voilà, en plus, je me rappelle très bien de ce jour-là, où on voit le nom du plat avec le nom de son domaine. C'était chez Christophe Baquier. Ouais, c'est chez Christophe. Et qu'en plus derrière, il y a le chef qui nous appelle en cuisine, viens, je vais te faire cuire une asperge. Et qu'il a fait comme ça sur le pass là. C'est vrai que voilà, ce sont des souvenirs. Et aujourd'hui, nous, en tant que producteurs, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre pour les producteurs. Il faut que les producteurs aussi aillent voir sur place ce qui se passe. C'est ça, parce que c'est en fait, hyper important. Ouais. Le chef, par exemple, le Christophe, degré d'exigence qu'ont ces chefs, il faut vraiment aller sur place pour le comprendre. Christophe va une fois par an chez vous, mais ce que vous dites, Sylvain, c'est que c'est bien aussi que les producteurs aillent chez le chef. C'est essentiel. Ouais, moi, ça me paraît... on a beaucoup parlé, effectivement, de qualité, de produits. C'est primordial pour nos cuisines. De circuits courts, moi, je suis complètement d'accord avec ça parce qu'on se rend compte qu'autour de chez nous, on découvre encore aujourd'hui. Moi, mon rôle dans le Var, quand je suis arrivé, a été Pascal l'a dit tout à fait justement tout à l'heure, un réseau. Il faut se créer un réseau oui, de gens qui ont envie de travailler avec nous, une confiance qui se crée autour d'un producteur, d'un cuisinier, d'un chef, d'une équipe, de notre service aussi, que les gens connaissent. Alors on va chez Sylvain, on a été chez d'autres producteurs aussi, oui, on essaie de le faire de manière à se rendre compte un petit peu du travail. Et moi, ce que j'ai aimé avec Sylvain et quelques autres, c'est qu'ils viennent chez nous, ils se rendent compte de notre travail aussi, qu'ils viennent voir comment on travaille, comment on utilise leur matière, comment on utilise leurs produits, comment on fait travailler nos équipes pour que leurs produits soient simplement sublimés, parce que notre main, quand on intervient là, n'est qu'une légère transformation d'un produit exceptionnel. Et moi, j'ai pris le parti il y a déjà quelques années, mais Manu le fait aussi, c'est de mettre à la fin de ma carte, et j'appelle ça souvent moi, des partenaires de goût. Parce que sans ces partenaires qui sont nos fournisseurs, on ne peut rien faire.
Donc c'est à la fin de la carte et on donne les noms des régions, les départements éventuellement ou les pays pour que nos clients se rendent compte qu'effectivement, voilà, il y a un nom derrière un produit, il y a un homme, il y a une famille, il y a des gens qui travaillent pour nous apporter ça dans nos restaurants. J'aimerais que David et Jorge, vous nous dites si vous avez ce genre de duo, ce genre de relation avec l'un de vos producteurs. Est-ce que vous aussi, vous avez cette histoire-là, cette relation d'homme? Oh, very much so. I mean, we try to invite all the producers to come to the restaurant and see what we do. And on our days off, we have trips where we take the entire staff to go and see, whether it's a citrus grove, a fisherman, a tomato farmer, someone who grows asparagus, a local caviar producer, which we now have in California. When they see the work that goes behind it on both sides, and the producer gets to see names on menus and how their product is being used and how it's being exposed and treated with respect, it's a win-win situation for all. Jorge? Yes, of course, at the end, I think when you build this relationship with the guys you work with, you also transfer it not only or reflecting your surroundings, because you have to be like talking about through your food, who you are in terms of the food you eat, oui. But also the way our culture has been living from the past 1,000 years. I think we are very lucky in Mexico that have this millenary way of eating that is still evolving. At the same time, with, for instance, we have a way of cultivating food, which is the milpa. Oui. That we have a field that everything grows around the corn fields. So you have beans, you have chilies. There's a microsystem that grows in the surroundings of the milpa, which is our main way of our main crop that we use for the living. And it's very, I will say, even poetic to see how these guys see how we transform the food, but also keeping in mind who they are as well. No, you have to reflect by the food you are giving to your customers, how you are as a cook, but also how they are as farmers, as producers. I think they have to have the same. Intentionally. Your producers come. Yes, of course. Every time you have to be in touch in terms of, because they are making the first steps of cooking. They are planting the seed. That's the thing. They give you the flavor. That's the thing when you have these kind of connections. Claude, est-ce que à Londres vous arrivez à avoir ce même type de relation qu'ont les deux duos aujourd'hui? Non, malheureusement, j'y arrive pas. Mince, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous manque là à Londres pour avoir ce genre de relation-là? Des gens passionnés comme ça. C'est vrai? On en a, mais c'est très très rare et j'arrive pas. Non, voilà, j'arrive pas à avoir encore cette relation entre. J'en ai un petit peu, peut-être une dizaine, mais c'est vraiment. J'irai pas manger au restaurant avec eux. Voilà, c'est pas encore cette relation qu'on a. Presque, ça vous donnerait envie de revenir en France pour avoir cette relation-là? À chaque fois que je viens en France, j'ai envie de rester, mais j'adore l'Angleterre. C'est un pays magnifique. Ça fait 20 ans que j'y suis maintenant. Je trouvais c'est même plus difficile pour moi de parler en français. C'est vrai. Qu'en anglais. Donc non, c'est un pays que j'adore. Qu'est-ce que c'est que vous aimez là-bas et qui vous fait repartir à chaque fois? La curiosité des gens. Les gens vont vous donner une chance. En France, c'est différent. Vous avez un petit restaurant. Je vois, comme j'ai commencé à la campagne, j'étais au milieu de nulle part, dans un petit village de 8000 habitants, à 2 heures de Londres. Mais les gens vont prendre leur temps de conduire et venir vous voir pour 1 heure, 1 heure et demie. Vous n'avez pas besoin d'être étoilé au départ. Ils vont prendre le risque de venir par eux-mêmes et vous donner une chance. Vous vous plantez, ils ne reviennent plus. Hein. Okay. Mais ils sont fidèles. Vous avez une clientèle fidèle qui va vous suivre. Et moi, j'ai encore, hier midi, au restaurant, j'avais des gens, ça fait 20 ans qu'ils me suivent. Ils m'ont suivi de tous les restaurants dans lesquels j'ai bougé. Ils me suivent. Et c'est un plaisir, c'est le meilleur récompensement que je pourrais avoir dans un restaurant pour moi. Et j'arrive encore pas à avoir cette relation avec les producteurs, mais c'est un pays magnifique. Est-ce que Sylvain va aller faire des asperges à côté de Londres? J'ai essayé de l'avoir l'année dernière, il m'a dit non. Il m'a dit c'est tout pour Christophe. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais il fait le coup à vachement plein de monde. Ouais, je me rappelle. Pascal,
Quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez 25 couverts à Astrans, il y a 17 mètres carrés de cuisine et vous avez 120 producteurs en direct. Et comment vous faites pour vous faire vos commandes, quoi? Comment ça se passe? Justement, c'est la difficulté, c'est le travail du cuisinier. Donc, on a la chance en France justement d'avoir ces différents, les montagnes, la mer, la Normandie, les produits de la chasse justement. Donc, je pense par exemple aux produits de la mer. Donc, je travaille avec très peu avec Rungis, beaucoup avec Pascal Hennequin qui est à l'Île-Dieu. Donc, on travaille beaucoup ensemble. Oui. Donc, avec des gens comme ça. Également, on va travailler sur Monsieur Okuda également, c'est un monsieur japonais qui fait des poissons ikejime sur Paris. Donc là, c'est pour faire les poissons crus. Donc voilà, il y a différentes. Et on va avoir des coquillages, des gens qui font des coquillages, des ramasseurs à pied sur la côte d'Opale. Comment ça se passe? C'est eux qui vous appellent? Donc voilà, eux, ils m'appellent donc ils me disent voilà, on a ça. Et justement, ou alors moi je les appelle, ça dépend. Je pense en ce moment, je pense aux agrumes parce qu'on a vraiment commencé la saison avec Perrine et Étienne qui ont repris l'affaire. Qui ont repris Bachès à Aïus. Voilà, donc on a beaucoup collaboré avec, j'ai beaucoup travaillé vraiment de façon très proche avec les Bachès. Et donc la saison s'étale de septembre jusqu'à juin. Oui. Donc voilà, donc on a les agrumes qui sont précoces, ensuite on a les agrumes qui sont en plein cœur de la saison. Je pense au mois de décembre on a les petites mandarines et en fin de saison on va avoir les kumquats et les pomelos. Enfin voilà, on est sur un registre complètement différent. Donc les choses vont s'étaler et la difficulté du cuisinier justement, surtout en France, on a beaucoup de produits de grande qualité qui sont à foison. Et c'est d'arriver à se contenter d'épurer sur l'assiette. Chez moi, c'est ma difficulté. Épurer. Et des fois, quand on a beaucoup de produits de qualité exceptionnelle à disposition, on veut en mettre. Et donc là, justement, c'est un piège. C'est ce que je dis toujours à mes équipes, c'est le piège. Et donc, il y a la fidélité qui est extrêmement importante. Là, ça, c'est quelque chose que, ça fait 19 ans que le restaurant est ouvert. Et de temps en temps, il y a des nouveaux fournisseurs qui vont arriver. La première chose que je leur dis, je serai un très mauvais client, je ne vais pas travailler avec vous. Je vais vous faire 2, 3, 4, 5, 6 commandes par an, c'est tout. Parce que je travaille déjà avec telle personne depuis 19 ans et hors de question d'arrêter. Ça, c'est vraiment un de mes principes. C'est hors de question d'arrêter avec une personne avec qui j'ai commencé à travailler 19 ans. Eux ont fait la réussite du restaurant. Ce sont les gens prioritaires. Je pense à un poissonnier, par exemple. La Frédéric, c'est un mec qui va à la marée à Lorient, par exemple, 2 fois par semaine. Oui. À chaque fois, il me ramène des poissons d'une qualité exceptionnelle. Mais je lui dis, Fred, je te prends que 5 kilos de poissons à chaque fois par semaine maximum, puisque j'ai déjà des gens avec qui je travaille. Et ça a été le deal dès le départ. Et donc justement, on arrive, les gens qui travaillent avec leur tête le comprennent, bien entendu. Et en fait, eux, ils sont fiers de nous livrer 2 Saint-Pierre. J'ai eu 2 Saint-Pierre de 2 kilos la semaine dernière, c'était le cas, et un rouget d'1,3 kg. Oui. Un truc exceptionnel, un rouget d'1,3 kg. C'est une pièce de collection, ça arrive rarement. Ça fait rêver. Et vraiment, voilà, on travaille, c'est la façon dont on travaille avec ces gens-là. Et voilà. Donc, mais les choses sont dites dès le départ, c'est très important. La transparence. La fidélité. Bon, je crois que Sylvain, sur la fidélité, c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est dès le début, c'était ça. Hein. C'est pour moi le plus important. C'est la base, c'est le socle en fait de la relation. Voilà. C'est de se dire les choses en face et surtout de pouvoir compter l'un sur l'autre parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Et c'est vraiment important, toujours dans le respect. Ça aussi, il n'y a pas le chef qui est à ce niveau-là et le producteur qui est à ce niveau-là. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des fois où vous dites non. Il vaut mieux. C'est vrai qu'en tant que producteur, c'est ça. Donc, ça nous embête parfois de dire non. Coucou. Claude, il fait coucou. Mais il vaut mieux dire non que décevoir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parfois, je me suis aperçu de dire oui, ok, je t'en enverrai dès que je peux, parce que voilà, la production, elle n'est pas exponentielle. Les critères de sélection et d'exigence sont tellement draconiens que la production, obligatoirement, elle n'est pas importante. Donc, à un moment, il vaut mieux dire non que dire oui et décevoir après. Éric, est-ce que vous aussi, vous dites non parfois? Oui, mais je le dis avec le sourire. Ça passe mieux. Ça passe vachement mieux. Non, ça peut arriver, hein, mais quand ça arrive, nous, on a un cas qui arrive, c'est quand on a de l'orage. Ça paraît rien du tout. Qu'est-ce que l'orage a à faire avec les poissons de lac. 20, 30, 50 mètres sous l'eau? Et quand il y a de l'orage et que la commande à Emmanuel est ce jour-là, je lui dis, Emmanuel, non.
Ah, qu'est-ce que je vais faire? Non, il parle pas comme ça. Non. Fais patienter tes clients. Et ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que les clients, aujourd'hui, quand ils vont chez Emmanuel, ils savent. Ils savent que si on a dit non, eh ben, on a été capable d'expliquer, les équipes, les gens qui sont venus à la pêche avec moi, le maître d'hôtel, il sait dire non aux clients parce qu'il a vécu cet instant de pêche avec moi et il sait communiquer et expliquer pour que le client ne se fâche pas. Et comme dit Emmanuel, si tu dis non parce qu'on n'a pas eu d'omble aujourd'hui, ben, le client y reviendra dans 6 mois pour manger de l'omble. Et c'est très bien ainsi. Et c'est la nature qui nous dirige. Il faut remettre la nature au centre du jeu. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure, j'écoutais, on ne peut plus cuisiner comme il y a 20, 30 ans en arrière, parce qu'il y a 20, 30 ans en arrière, la nature a été contrainte et forcée. Aujourd'hui, il faut redonner la parole à la nature qui, elle, guidera à la fois le producteur et le cuisinier. Ça, c'est le maître mot. Est-ce que vous savez si vos enfants vont reprendre derrière vous? Alors, j'ai 2 filles qui ont fait d'autres choses. Une qui est devenue cuisinière. Donc, voilà, tant pis pour la pêche. Qu'est-ce qui s'est passé, là, Eric? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez emmenée à Megève quelque part, enfin, il y a quelque chose, quoi. Mais bon, elle prépare bien les poissons, donc c'est quand même formidable. Et puis, le petit dernier qui a 18 ans, là, en ce moment, il a fait un CAP de cuisinier qu'il a eu les doigts dans le nez sans même ouvrir un livre de cuisine, mais voilà. Ouais. Et maintenant, il devient boucher. Donc, je suppose que si il continue comme ça, il finira bien un jour ou l'autre pour être pêcheur. Mais sachez une chose, c'est que j'ai fait des études de designer avant de devenir pêcheur. C'est vrai? Et de designer, non seulement je suis devenu pêcheur, mais on a développé tout un programme pour recycler les vieux filets. On a développé tout un programme pour recycler les plastiques marins. Donc, vous voyez, un pauvre petit pêcheur, eh ben, il peut avoir quand même une influence, et une influence qui, j'espère, sera forte vis-à-vis de tous ses collègues et des cuisiniers, parce que Emmanuel, les autres chefs me soutiennent dans ce qu'on fait. Donc, dans le prix du produit, et ça, je veux revenir sur le prix du produit qu'on a abordé tout à l'heure, il n'y a pas que la pêche, il y a tout le développement, il y a tout ce qu'on essaye de faire ensemble. On a fait le premier bateau hybride, et aujourd'hui, je travaille sur le premier bateau de pêche entièrement électrique. Si j'arrive à faire ça, j'aurai bouclé la boucle. Quand j'ai commencé la pêche avec mon grand-père, on allait avec le moteur, on faisait 10-15 km avec le moteur, il me disait ah, « stop, allez, mets-toi au rame et tu vas poser les filets ». Et on posait les filets à la rame. L'empreinte carbone, elle était négligeable. Après, sans conscience, on est passé au moteur diesel, au moteur polluant, etc. Mais ça nous a avancé, nous producteurs. Mais on n'avait pas forcément conscience du mal qu'on a fait. Aujourd'hui, cette conscience-là, on est obligé de l'avoir. Et aujourd'hui, je travaille pour que demain, quand je parte, en total silence, je ne dépose plus une goutte de gasoil ni une goutte d'huile sur l'eau douce du lac Léman. Et ça, en tant que producteur, eh bien, le chef, il en est sensible. Et le consommateur, un jour ou l'autre, il dira « super, je vais chez Manu, mais Manu, il nous fait du poisson où il y a 0 empreinte carbone ». Est-ce que vous voulez intervenir? Je vois que Mauro est arrivé aussi, le parrain de cette édition. Est-ce que vous voulez intervenir ou poser des questions? Si vous avez envie avant que ça se termine, ça serait maintenant. Je vais peut-être demander à Mauro de venir avec nous. Juste une seconde. Viens, Mauro. Mais viens. On va profiter de... Alors, on va profiter juste et lui passer un micro. S'il y en a un de vous qui peut lui passer un micro. Mauro, je pense que d'abord, c'est grâce à toi si il y a des chefs étrangers comme David, Yorier, Claude qui sont venus aujourd'hui aussi. Tu vas lui passer un micro, Sylvain. Merci. Oui. On était en train de parler de la réciprocité entre les chefs et les producteurs. Et toi, justement, tu es à la frontière et tu fais une cuisine de frontière. Est-ce que tu peux nous parler de cette proximité que tu as avec les producteurs qui t'entourent, Mirazur? Oui, ben, nous, c'est plus facile que celles qui sont le restaurant dans une grande ville parce que nous, on est plein dedans.
les petits producteurs, ils sont nos voisins. Donc, c'est un peu plus facile. Mais en même temps, on voit comment c'est difficile pour certains d'entre eux. Je raconte toujours les pêcheurs à Menton. Il y a 20 ans, il y avait une flotte de 7, 8 bateaux. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul. Et ces enfants, ils ne vont pas continuer. Donc, dans quelques années, il n'y aura pas de petits pêcheurs. Donc, on sera obligé soit d'acheter des poissons à des bateaux en Italie, qu'il y en a encore quelques-uns, ou à Monaco, mais sinon par des pêcheries, par des gens qui achètent les poissons dans des différents ports et les revendent. C'est dommage en habitant juste en face de la mer. À côté de la mer. Ouais, de faire ça. Mais oui, on a une conduite d'essayer de travailler au maximum avec ces gens-là. On va bientôt terminer. Je voulais vous demander si vous avez quelque chose à rajouter sur cette réciprocité qui est quelque chose d'important pour chacun d'entre vous. Pascal Barbeau, Astrans. Moi, je veux juste dire une petite chose, préciser. Très souvent, on dit petit producteur, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait une mauvaise interprétation là-dessus, parce que c'est mon cas, je le dis toujours. Quand on dit petit producteur, pour nous, ça veut dire un produit de niche, en fait. C'est pas, il y a un petit producteur, un grand, et un petit chef, un grand chef. C'est quelque chose, souvent, on a l'impression d'avoir un produit de niche. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, on aime travailler où il y a vraiment, justement, cette réciprocité. Oui. J'ai un petit producteur, tiens, il faut que je te fasse l'adresse. Ou voilà, c'est surtout dans cette notion-là. Ouais. En fait, petit producteur, c'est une attitude, je dirais. Et il y a eu une grande discussion avec ça, avec Sylvain Erard. Peut-être que dans quelques années, on dira un grand producteur. C'est ça. En fait, c'est dans l'attitude que vous avez entre vous, je pense. C'est ça l'histoire. Éric, qu'est-ce que c'est un petit producteur? Moi, j'ai toujours été grand, donc je ne peux pas parler de petit producteur, mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est l'amour qu'on porte ensemble aux produits, à la cuisine et à la gastronomie. Voilà. C'était tout à fait juste ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que nous aussi, producteurs, on va en cuisine, on découvre des choses, on écoute les gens, on écoute des fois ces chefs de cuisine qui nous font des remarques, et ces remarques-là, on les intègre et on essaye de modifier notre moyen de production pour être meilleur et encore meilleur demain. Donnez-moi un exemple concret, Éric, de quelque chose que vous aurez dit, Emmanuel, sur une remarque par rapport à un poisson, et vous auriez changé quelque chose? Ah oui, j'ai toujours essayé de changer, j'ai toujours essayé de m'améliorer. C'est-à-dire que, je n'ai pas d'exemple qui me viennent vraiment en tête, mais si Emmanuel me dit, voilà, les truites sont trop grosses, je les coupe en deux. Non, mais on a eu il y a quelques années un testing, un blind testing. Oui. La période de reproduction, à partir en ce moment jusqu'en décembre pour la Ferra. Oui. Et quand la pêche reprend, fin janvier, oui. on se retrouve avec des mâles et des femelles, et on se retrouve avec des poissons où on va goûter la différence de poissons. Et on s'est aperçu que sur une différence de poissons, il me trie les femelles, il me trie les mâles, et puis il m'envoie les poissons. Et vous préférez quoi? Les femelles, elles ont tout donné pour la ponte, et quand on a des poissons fin janvier, quand la pêche a repris, quand la production et la vente est possible, et les femelles sont pas à leur meilleur. Et donc à ce moment-là, Éric m'envoie que des mâles. Il y a trop de mâles sur cette estrade, c'est ce qu'il voulait dire. Non, c'est bon, c'est pas grave. Anne, on n'a pas parlé. Il m'apparaît important de quand même, justement, autour d'un sujet comme ça, de parler du collège culinaire, puisque le collège culinaire aujourd'hui fait justement cette alliance entre les producteurs et les chefs et les maisons. Vous êtes tous les deux référents aussi Manu. Il y a les chefs référents au collège culinaire avec Manu et Manuel. Pascal, collège culinaire? Pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Et puis Sylvain, mais voilà des endroits où on arrive à discuter et à rassembler autour de nous comme ça. Et on se connaît surtout, parce que parfois on ne se connaît pas. Moi j'ai connu Bruno Quéron qui était à 30 km derrière chez moi, à travers une réunion du collège culinaire à Marseille.
Et justement, ces échanges-là, à nouveau le partage de notre métier, le partage, les échanges, la qualité de tout ça fait qu'on arrive à se connaître. Et c'est important de citer lors d'un échange comme celui-là, le collège culinaire, parce que ça en fait partie aujourd'hui et c'est vraiment notre démarche et notre envie. Vous parliez de construction d'un réseau, c'était Pascal qui disait ça. C'est ça un réseau qui vous aide aussi à vous rencontrer et à aller plus loin encore dans la réciprocité et de s'écouter ensemble. Je sais pas si on m'entend là. Si. On m'entend ? Ouais. Non, c'est exactement ça. Le collège aujourd'hui nous permet de se rapprocher, nous a permis de nous rapprocher. Et il est très important, ne serait-ce que ces échanges que nous avons. Et le collège facilite et permet des échanges. Et il faut vraiment aller de plus en plus. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite conclure ou est-ce que ça va comme ça? Ok. Bon. Je vous remercie beaucoup, chacun. Je vous remercie. On va faire une photo de ce plateau qui est assez incroyable. Et on se retrouve tout de suite après.